Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Chaque vendredi, vous pourrez vous enrichir avec l'expérience d'éducateurs au sens large qui cherchent à contribuer à ce plein épanouissement. Des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des chercheurs, des formateurs et même des rééducateurs. J'ai à cœur que l'école évolue pour que chaque enfant puisse développer son plein potentiel. J'essaie de faire ma part avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, le podcast bien sûr, et mes 2 cartons dans l'éducation nationale. Pour résumer, au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne des professeurs des écoles pour leur faire découvrir l'éducation Montessori, qui est en parfaite cohérence, adéquation avec les recherches en neurosciences. Vous trouverez plus d'informations sur mon blog, montessori-apprendreautrement.com et plein d'autres ressources. Si vous voulez recevoir gratuitement les clés les plus efficaces pour développer le plein potentiel des enfants à l'école et à la maison, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. Pour passer à la vitesse supérieure, vous pouvez vous inscrire à ma formation en ligne ou en présentiel. Vous aurez toutes les informations sur le blog. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. Pour ce 71e épisode, j'ai échangé avec Frédéric Guilleret, enseignant en SVT, et l'auteur avec Jean-Luc Berthier du livre « Apprendre à mieux mémoriser ». Il partage son emploi du temps entre ses élèves et le Conseil supérieur des programmes en tant que chargé de mission. Il travaille dans le groupe sur la métacognition et la confiance en soi, mais notre sujet du jour portait sur les 3 règles fondamentales de la mémorisation. Savoir pour comprendre, comprendre pour mémoriser, la mémorisation par questionnement et la consolidation mémorielle. Frédéric a illustré son propos de nombreux exemples issus de sa pratique. Son dynamisme et sa passion sont contagieux. Je laisse place à ma conversation avec Frédéric. Bonjour Frédéric, bienvenue sur le podcast. Bonjour Céline, merci de votre invitation. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes l'auteur avec Jean-Luc Berthier du livre « Apprendre à mieux mémoriser » chez Nathan. Un ouvrage que je recommande à tous les auditeurs. Je l'avais emprunté à Canopée, mais comme il fallait quand même que je puisse le rendre un jour, j'ai fini par l'acheter. C'est un livre qu'on ne peut pas juste emprunter, il faut vraiment l'avoir sous la main au quotidien, je trouve, ça ne se lit pas comme un roman. Ouais. Moi aussi, je vous le recommande. Vous êtes l'auteur de ce livre et je serais curieuse de savoir en quoi consiste votre travail actuellement. Alors, actuellement, je m'appelle Frédéric Guilleret, je suis professeur de SVT. Donc actuellement, j'enseigne toujours. Je suis à mi-temps dans le lycée Louis Jouvet à Taverny dans le Val d'Oise. On fait des classes de la seconde à la terminale. Et puis sur mon autre temps, j'ai jusqu'à présent fait beaucoup de formations autour de la thématique éducation et sciences cognitives. Et depuis septembre, je suis chargé de mission auprès du Conseil scientifique de l'éducation nationale, et particulièrement dans le groupe de travail numéro 5 qui s'intitule Métacognition et confiance en soi. Donc là, dans le conseil scientifique, je travaille pour fabriquer des ressources pour les formateurs et les enseignants, et puis nous menons des expérimentations au niveau national et académique sur les questions de la métacognition et la métacompréhension. D'accord. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 3 règles fondamentales de la mémorisation. Au début, je voulais insister que sur 2, puis après je me suis dit c'est dommage de laisser la 3e de côté. Donc, est-ce que vous voulez bien commencer par nous décrire brièvement ces 3 règles et on reviendra plus en détail sur chacune. Alors, les 3 règles, c'est vrai qu'on pourrait dire 3 règles fondamentales, parce qu'il y a d'autres encore éléments qui vont intervenir sur la mémorisation, il n'y a pas que ça, mais 3 règles importantes qui sont la première, savoir pour comprendre, comprendre pour mémoriser. C'est-à-dire, évidemment, l'effet extrêmement positif de la compréhension sur le processus de mémorisation. Et là, on a une distinction à faire entre ces 2 processus, c'est-à-dire qu'il faut avoir un peu mémorisé quand même pour pouvoir comprendre, et il faut comprendre pour bien mémoriser. On peut mémoriser sans comprendre, mais on sait tous que c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus laborieux, et que ça ne conduit pas à des apprentissages avec une profondeur d'apprentissage importante. Néanmoins, pour comprendre, on a besoin d'avoir un certain nombre de connaissances d'arrière-plan lorsqu'on attaque un nouveau concept, par exemple. On a besoin d'avoir déjà mémorisé. On a vraiment une forme de boucle vertueuse entre la compréhension et la mémorisation. Donc ça, c'est vrai que c'est une règle importante. Une deuxième règle en tout cas, c'est la mémorisation par questionnement.
On sait aujourd'hui comment le cerveau, lui, s'engage, comment est-ce qu'il fonctionne pour apprendre. Le cerveau prédit, confronte ses prédictions avec son environnement, et puis est capable de détecter des erreurs en fonction de ce qu'il prédit. Donc, alors là, on peut prendre une situation de classe peut-être juste pour illustrer. Hein. Si j'ai en tête que, par exemple, les animaux respirent et ce sont les seuls à respirer, je suis capable de prédire qu'un arbre ne respire pas. Le cerveau peut faire ce genre de prédiction. Et puis, si je vais en cours de SVT et puis que j'apprends avec une expérience que si les arbres, ça respire, eh bien, mon cerveau va être capable de détecter voilà, un signal d'erreur entre, tiens, moi, j'ai prédit qu'en fait, un plante, ça ne respirait pas, et puis là, je vois que, par rapport à mon environnement, je vois que ça respire, donc le cerveau va ajuster son modèle interne en fonction de ça pour l'améliorer. Et puis la fois d'après, le cerveau va dire, voilà, alors, les animaux et les plantes, ça respire. Donc je peux prédire qu'un champignon ne respire pas. Et puis en cours de SVT, voilà, vous avez compris. Et puis on ajuste comme ça, au fur et à mesure, l'apprentissage. Donc le cerveau, pour pouvoir bien fonctionner, il a besoin de ce système un peu de prédiction et de feedback. Et donc il a besoin de travailler plutôt sous la forme de questionnement. C'est vraiment quelque chose d'assez important pour le cerveau, qui n'est pas forcément souvent fait en classe, c'est-à-dire que même nous les enseignants, si on n'est pas vigilants, on va dire relisez bien les cours par exemple. On porte dans nos discours parfois l'idée que ce qui est important c'est lire et relire, alors que ce qui est plus intéressant c'est de se questionner et se questionner encore et encore. C'est vraiment la question, voilà, j'ai envie de dire une règle à retenir peut-être c'est de se questionner. Et puis une troisième règle, c'est donc la règle, c'est consolidation mémorielle et réactivation. C'est l'idée que pour pouvoir mémoriser sur un temps long, il faut consolider les réseaux de neurones associés à ce qu'on est en train d'apprendre. C'est-à-dire qu'un seul apprentissage ne va pas fonctionner. Alors, il y a une métaphore qui est assez connue, qui est celle de la forêt. Hein. C'est-à-dire que lorsque je prends un chemin dans une forêt pour la première fois, eh bien, le chemin n'est pas là, on va casser une branche ou deux, voilà, on va laisser à peine une trace. C'est exactement ce qui se passe dans le cerveau sur un premier apprentissage. Les réseaux de neurones s'activent une première fois, mais les réseaux ne sont pas consolidés et il va falloir revenir. Alors, dans ma forêt, il faudra que je reprenne le même chemin plusieurs fois pour consolider mon chemin. Et bien, dans le cerveau, il se passe la même chose, mais ça veut dire qu'il va falloir, d'une manière ou d'une autre, réactiver les connaissances. Là aussi, on n'est pas toujours sur le terrain. C'est compliqué, les programmes sont chargés, mais voilà ce qu'on a fait en septembre. Si on ne revoit plus jamais jusqu'au mois de juin, il y a de fortes chances que pour le cerveau en face de nous, les réseaux de neurones ne soient pas suffisamment consolidés pour maintenir sur un temps long les éléments associés. D'accord. Alors je vais vous poser plusieurs questions sur cette première règle, savoir pour comprendre, comprendre pour mémoriser. Donc vous nous l'avez déjà un petit peu dit, mais en quoi compréhension et mémorisation sont-elles liées ? Alors les deux sont, c'est vraiment c'est des processus qui sont différents dans le cerveau. Et effectivement, et souvent en classe d'ailleurs, on va viser la compréhension. Heureusement, on va chercher toujours à faire comprendre. C'est le cœur du métier quand on est avec nos élèves, c'est qu'ils comprennent ce qu'on fait. Et puis on laisse souvent la mémorisation un petit peu à la maison comme travail d'élève à faire en autonomie avec les stratégies qu'il applique habituellement. Et ces deux processus qui sont différents se nourrissent l'un l'autre de manière extrêmement importante. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais là je peux le reprendre de manière un peu plus détaillée, mais on sait que la profondeur du traitement d'une information, c'est-à-dire accéder à une compréhension profonde des concepts, traiter les informations de manière beaucoup plus profonde, ça amplifie la mémorisation. Donc là, il y a des expériences qui le montrent très facilement. Hein. J'en ai une en tête, par exemple, si on demande à des gens de mémoriser des mots, et qu'on leur demande de faire un travail sur ce mot-là, de type, par exemple, est-ce que le mot rime avec tel autre mot, par exemple, ou est-ce que le mot peut aller dans cette phrase. Vous voyez que c'est pas la même question, c'est-à-dire si on me demande est-ce que ça rime, je lis le mot, je regarde le mot, je m'intéresse pas au sens. Si on me demande est-ce que ce mot irait bien dans cette phrase-là, je suis obligé de questionner le sens du mot, est-ce qu'il va bien dans la phrase? Et là, on voit très bien l'effet sur la mémoire, on retient beaucoup mieux les mots qu'on traite que les mots qu'on ne traite pas. Donc, il y a vraiment cette question du traitement qui est important et de la compréhension profonde des concepts qui sont abordés pour favoriser la mémorisation ultérieure. Et inversement, il est très difficile de comprendre quelque chose quand on n'a pas du tout les éléments de base du système qu'on cherche à comprendre, quand on n'a pas les prérequis. Très vite, on peut être en surcharge cognitive, ne pas accéder du tout, ne pas être capable d'inférer un certain nombre d'éléments du système parce qu'on n'a pas les connaissances préalables de base. Et donc là, il faut consolider sur un temps long les prérequis qui sont nécessaires sur ce qu'on est en train d'apprendre pour pouvoir comprendre. On voit qu'il y a vraiment une sorte de j'ai besoin d'avoir mémorisé pour bien comprendre, et quand je comprends bien, je vais mémoriser davantage, et voilà, et les deux vont se nourrir l'un l'autre. Et nous, en tant qu'enseignants, il faut qu'on soit sur cette double dynamique, donc à la fois la compréhension en classe, mais aussi la mémorisation.
Mm. Et la mémorisation est souvent laissée de côté, comme vous le disiez, à la maison. Jérôme Hubert, on m'en parlait là dans un dernier, enfin, dans le podcast, il prend le temps d'aider les élèves à mémoriser en classe. Il leur dit pas, allez, débrouillez-vous à la maison. Est-ce que vous, en tant que prof de SVT, est-ce que vous le faites aussi avec vos élèves? Oui, on est vraiment dans l'idée de dire, OK, la mémorisation, c'est une part importante finalement de l'enseignement et accompagner les élèves, c'est-à-dire leur donner des outils, leur donner des stratégies, donner un espace dans la classe pour faire ce travail-là, c'est fondamental. Donc, de la même façon, j'inclus dans mes séances des temps de mémorisation, en début de séance, en fin de séance, et qui sont, alors après, évidemment, les supports peuvent varier, la façon de travailler peut varier, mais en tout cas, c'est pris en compte. De même que Mm. aider à questionner, réactiver, c'est-à-dire tout ça, c'est des stratégies que l'enseignant peut mettre en place au sein de sa classe. Alors, ça va prendre un peu du temps. Voilà. Donc, c'est Mm. toujours la grande question, c'est oui, mais on n'a pas le temps. Oui, c'est vrai on est serré par le temps, Mm. mais c'est vrai que cette question de la mémorisation, quand on commence à l'inclure, alors il y a aussi un effet important qu'il ne faut pas négliger, c'est que lorsqu'on aide à mémoriser en classe, on aide aussi à réduire la fracture scolaire. Entre des élèves qui, à la maison, peuvent être moins suivis, par exemple, si on a un travail qui est mené en classe important, c'est une aide supplémentaire dont ils peuvent bénéficier. Mm. Donc c'est quand même aussi intéressant de l'inclure. Et puis parce que ce travail-là, en grande partie, il relève du pédagogue, c'est-à-dire quels sont les éléments que je vais, moi, particulièrement travailler avec mes élèves, à quel moment je vais les reprendre, quel outil je leur donne, comment je leur explique ce qu'il faut faire. Tout ça, c'est plus un travail de pédagogue. Alors ça prend du temps, il faut le trouver. Mm. Voilà, mais c'est sûr que ça, quand on commence à mettre le doigt dans cette boîte-là, il va falloir aller questionner un petit peu effectivement la façon dont on fait cours. Euh, et là, bon, je pense qu'on va tous être pareil. On a tous des très gros programmes, ça c'est certain. La question, c'est quand on arrive au mois de juin et qu'on a fini un programme, qu'est-ce qui reste dans la tête des élèves? Mm. Moi, il y a quelques années, j'ai testé. Mes élèves sont arrivés au mois de juin, j'avais fini mon programme et je me suis dit, tiens, je vais vérifier ce qui reste dans leur cerveau. Alors, bon, je sentais que c'était un peu. Alors, au lieu de prendre des choses du mois de septembre, j'ai repris une éval que j'avais fait au mois de février, donc 4 mois avant, et je leur ai redonné. Je leur ai dit, bah, c'est pas noté, vous inquiétez pas, on vérifie ensemble. Voilà, on a fait l'éval en février. Qu'est-ce qui reste là en juin? C'était des secondes, vous allez partir en vacances. Voilà, qu'est-ce qui reste? On fait un point. Bon, bah, j'ai pas été déçu, hein, 2 de moyenne. Donc, on était sur du sémantique, vraiment des notions. Qu'est-ce qui reste? Bah, pas grand-chose. Et j'ai des élèves qui avaient eu 20 sur la partie vraiment apprentissage du cours en février, qui ont eu 0. Mm. Alors, eux, ils ont pris une claque aussi. Alors, bon, moi, j'ai pris une claque, parce que je me suis dit, bon, ok, j'ai fini mon Ouais. programme, mais finalement, est-ce que c'est satisfaisant en tant qu'enseignant si on teste nos élèves? Oui, on a fini Mm. le programme. Donc là, la Ouais. partie, entre guillemets, contractuelle pour nous, elle est faite. Mais est-ce que c'est satisfaisant d'avoir 2 moyennes qu'on teste nos élèves? Non, je crois qu'on peut tous dire que non. Donc la question, c'est comment on va travailler ça, parce que, et les élèves aussi ont été les premiers surpris, parce que la plupart des élèves utilisent des stratégies qui marchent sur un temps court. Voilà Mm. pourquoi tout le monde les fait. Ces stratégies, elles marchent très bien sur un temps très court, et la recherche le montre bien, mais elles ne marchent pas sur un temps long. Mm. Les élèves qui avaient 20 en février peuvent avoir 0 4 mois après. Et j'ai pas testé septembre, encore une fois. Comme je Ouais. sentais que c'était délicat. Ouais. Mais donc là, vous nous montrez bien avec cet exemple que l'important, c'est pas d'avoir fini le programme, mais c'est que les enfants aient consolidé tout ça. Parce qu'en plus, comme compréhension et mémorisation vont de pair, s'ils ont oublié ce qu'on a fait, bah, l'année d'après, on peut pas repartir en fait, puisqu'il faut toujours revenir un peu C'est en ça. arrière. Voilà. C'est ça. Bah, Voilà. c'est-à-dire qu'on est toujours obligé, si les prérequis ne sont pas là, de les réenseigner, ce qui rajoute encore des contraintes temporelles. Donc, on est Mm. toujours obligé de travailler sur ça. Alors, je Mm. vais quand même faire une petite précision pour tous ceux qui nous écoutent. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas faire tout le programme. Oui, parce que nous devons faire tout le programme. Moi, ce que je dis simplement, c'est que si on veut gagner du temps, il est intéressant d'identifier dans notre programme les éléments essentiels sur lesquels on va vraiment travailler, parce que ce sont des éléments que les élèves doivent absolument mémoriser sur un temps long. Et du coup, c'est vrai que ça vient interroger à la pertinence. Mais est-ce que dans un programme, l'intégralité des items doivent être mémorisés sur un temps long? Mm. Alors moi, j'ai fait le travail en SVT, donc je peux répondre en tout cas pour la matière, mais je crois qu'on peut, si on se penche tous sur les programmes, dire que l'intégralité des items ne mérite pas nécessairement d'être mémorisés sur un temps long. En revanche, dans tous les programmes, il y a des essentiels à chaque niveau qui sont fondamentaux et que les élèves doivent mémoriser. Ceux-là,
les élèves, nous, les enseignants qui les accompagnons, on doit consacrer du temps, des efforts, des outils, des stratégies, y revenir tout au long de l'année pour que quand on les teste au mois de juin par surprise, eh bien ces essentiels-là, ils les aient encore dans leur mémoire à long terme avant de partir pour les 2 mois de vacances dont on sait que c'est terrible pour le cerveau et ce qu'on a travaillé durant l'année. Et après, ils vont nous dire l'année d'après, on l'a jamais fait. Donc, en fait, comme le premier apprentissage, ce n'est qu'une trace et qu'il faut consolider, eh ben, on peut enchaîner peut-être avec la deuxième règle, la consolidation mémorielle. Eh ben, alors oui, du coup, et puis on reviendra sur cette par questionnement, mais effectivement, c'est une vraie question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va accompagner les élèves sur cette nécessaire réactivation qui va permettre une consolidation à long terme, sachant que on a peut-être toujours vécu thème 1, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, éval, thème 2, chapitre, voilà. Et puis, jusqu'à la fin de l'année comme ça, qu'est-ce qui reste du thème 1 du mois de septembre quand on arrive au mois de juin? C'est compliqué, c'est très compliqué. Les seuls moments où on est confronté finalement à devoir revoir ça, c'est sur les examens type brevet et bac, où là on va vraiment se confronter à devoir revoir des choses vues 6 mois avant. Mais sinon, dans la vie courante de la classe, c'est rare, c'est très très rare qu'on revienne sur des choses qu'on a enseignées au mois de septembre, pour des questions temporelles. Et pourtant, c'est nécessaire. Si ce qu'on enseigne en septembre est fondamental et considéré comme essentiel, eh bien, de fait, il va falloir revenir dessus. Alors, il y a plein de façons de le faire, hein, pour accompagner les élèves, pour faire ce travail de réactivation. On peut les outiller avec des logiciels qui permettent de travailler ça avec des reprises. Le logiciel fait ça entre guillemets tout seul et l'élève travaille en autonomie sur des temps dédiés en classe ou à la maison. Mais on peut nous aussi inclure des temps où on va reprendre, réactiver un certain nombre de notions. Alors ça implique pour nous de construire quelque part une forme de calendrier pour voir comment est-ce qu'on reprend ça. Mais il y a plein de stratégies de pistes pédagogiques qu'on peut mettre en place pour travailler cet aspect de réactivation qui est nécessaire pour une mémorisation à long terme. J'en avais noté 3 de pistes pédagogiques, mais la première, je pense que vous l'avez déjà évoqué, le nécessaire fléchage des notions essentielles. C'est ce que vous avez dit, dire ça c'est vraiment indispensable. Ça. Voilà. Alors là, je peux peut-être juste dire 2 mots peut-être dessus, parce que peut-être pour illustrer comment on pourrait faire ça. C'est-à-dire que il me semble qu'on peut appliquer, alors a priori au moins 2 filtres pour savoir si c'est essentiel ou pas. C'est-à-dire, je regarde l'item et je me dis, ok, est-ce que les élèves en ont besoin plus tard dans l'année ou l'année prochaine? Si oui, c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'ils doivent l'avoir en mémoire à long terme parce que c'est pour l'année prochaine. Alors, pour dans 2 ans, ça commence à être long pour le cerveau. Moi, j'ai tendance à penser que bon, ça commence à être long, mais sur l'année en cours et l'année d'après, c'est essentiel. Est-ce que ça forme le citoyen de demain? Oui, là, si la réponse est oui, forcément, c'est essentiel. Après, quand on regarde le programme, en tout cas en SVT, tout ne répond pas à ces critères. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas revues l'année d'après, il y a des choses qui ne sont pas... Et là, il faut faire le deuil en tant que prof, passionné. Il faut accepter de se dire que oui, non, dans notre matière, tout n'est pas essentiel aux citoyens de demain. Ça dépendra de ce qu'il fera dans sa vie, l'élève, mais il faut être objectif. C'est-à-dire que, si je peux me permettre de prendre un exemple, peut-être pour illustrer cette notion en SVT en seconde, lorsqu'on a vu les nouveaux programmes, on a un super chapitre qui s'appelle la communication animale. Alors évidemment, pour un prof de SVT, on se dit que c'est génial, on pourra faire des tas de choses, c'est super, effectivement. Après, moi j'ai appliqué mes filtres. Est-ce qu'on en reparle? Pas trop, vraiment, a priori. Alors en SP, on pourra discuter que peut-être on a, mais bon, sinon a priori sur l'année d'après, non, c'est pas vraiment repris en l'état. Est-ce que ça forme le citoyen de demain? Bon, là, je m'assois sur ce que j'aime moi en tant que prof de SVT. Je vais dire non, je pense qu'on peut vivre sans avoir des notions sur la communication animale. Donc, non. Alors, je le fais, hein, évidemment. Sauf que là où je m'étais imaginé en voyant le programme, faire un mois de travail sur ça, bon, je fais une séance et monsieur, qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Rien, il n'y a rien à apprendre parce que là, il n'y a pas d'essentiel. Donc, je ne vais pas vous demander de mémoriser des éléments sur ça. En revanche, comme d'habitude, en fin de séance, on va revient sur les essentiels. Et il y en a. Dans mon programme de seconde, en SVT, il y a plein d'essentiels qui forment le citoyen. Il y a l'éducation au développement durable, à la sexualité. Donc, il y a des choses fondamentales dans le programme que les élèves doivent mémoriser. Mais la communication animale, même si j'adore ça, malheureusement, j'ai fini par trancher en disant, non, ça, c'est pas essentiel. Du coup, j'arrive à gagner ce temps quelque part qui me manque parfois tout le temps. Et j'arrive à travailler, du coup, les éléments vraiment essentiels. Mais c'est un vrai travail justement, là, de discrimination dans nos programmes. Si on arrive à faire ça, on gagne du temps vraiment. Et puis, on peut outiller les élèves sur les éléments essentiels et sur cela seulement.
Oui, j'aime bien le fait que vous donniez des exemples par rapport à ce que vous vivez. Du coup, ça rend les choses encore plus concrètes. Donc, continuez. Oui, mais c'est pour dire qu'on peut le faire, hein. Voilà. Aussi, c'est tiré de la classe directement, Voilà. oui, bien sûr. Et une deuxième piste pédagogique, vous l'avez dit, c'est le calendrier de planification des reprises. Donc, Oui, voilà, vous arrangez à chaque fois en début d'année pour dire ça, on va le revoir à telle date, ça à telle c'est date. ça. En fait, l'idée, c'est d'utiliser l'outil qu'on a tous plus ou moins à un moment donné, parce qu'en tant qu'enseignant, en début d'année, alors on fait ça sous des formats différents, mais il y a un moment donné, on aligne le programme et les semaines. Alors, on peut faire ça quand on veut, mais il y a un moment donné, on planifie forcément notre année. Et donc, on dit, chapitre 1, les 15 premiers jours, chapitre 2, les 15 jours d'après, et puis on fait en sorte que ça rentre dans notre année. Même si on est tous d'accord pour dire que ça bouge. Hein. Entre ce qu'on a prévu et ce qu'on va faire, ça bouge beaucoup, c'est normal. Mais il y a un moment où on fait ça. Alors, on peut faire ça sur un fichier Excel, c'est très facile. Hein, j'aligne mes semaines, mes chapitres, hop, et puis je planifie. Mais en fait, l'idée, c'est peut-être de se dire, OK, je prends cette base-là, et puis je vais maintenant planifier mes reprises. C'est-à-dire que mon premier chapitre que je vois les 15 premiers jours, s'il y a des essentiels, et bien à quel moment dans l'année, du coup, si j'ai mon tableau, il me suffit de colorer les cases, de cocher les cases en disant, voilà, je vais le reprendre 15 jours après, un mois après, 3 mois après, et puis je peux me planifier comme ça, ligne par ligne, je peux me faire des reprises. Ce qui fait qu'avec cet outil-là, je sais en tant qu'enseignant chaque semaine, OK, là je suis en plein milieu de l'année, je dois faire le thème 2, chapitre 8, et d'après mon tableau, je dois réactiver les essentiels de mon chapitre 1 et les essentiels de mon chapitre 4. Et donc du coup, dans l'espace consacré à la mémorisation, à la réactivation en classe, ce jour-là, ou cette semaine-là, on aura des questions, des exercices qui vont permettre de réactiver les notions qui doivent être, on choisit en tout cas de réactiver à ce moment-là. Et le troisième outil, le cahier de réactivation, c'est peut-être le moins explicite des trois. Oui, peut-être, effectivement. Et pourtant, c'est un outil qui est extrêmement intéressant, surtout en second degré, lorsqu'on est plusieurs à travailler. Parce qu'effectivement, au premier degré, l'avantage, alors il y a des variantes pour le premier degré, mais c'est l'idée d'avoir un outil qui permet justement de reprendre. Alors, le cahier, pour décrire en quelques mots un petit peu comment c'est pensé comme outil, c'est d'avoir un cahier qu'on va balader, que les élèves vont prendre, un peu format ancien, les anciens cahiers textes qui portaient de classe en classe, qui disent c'est la même chose, ils ont un cahier de réactivation qui balade de classe en classe. Et l'idée, c'est qu'à la fin d'un cours, dans le cahier, on va indiquer des essentiels de la séance. S'il y en a, évidemment. Encore une fois, on a fait le travail avant, parce que si on ne fait pas ce travail, le problème, c'est que quel que soit l'outil, on va se retrouver à... Ça bloque. On aura 2000 questions au bout de 6 mois si on met toutes les matières ensemble. Donc, c'est quand même important de pouvoir filtrer un peu, mais l'idée, c'est OK, voilà, aujourd'hui, on a travaillé. Il me semble qu'il y a 2 questions essentielles sur ce qu'on a fait. Donc, dans le cahier, en tant qu'enseignant, j'écris SVT, j'écris la question, j'écris la réponse, et puis je rends le cahier aux élèves, et les élèves partent avec et le donnent ensuite au cours d'après. Et l'idée, c'est que toute l'équipe participe et qu'on commence notre cours par réactiver des éléments d'autres matières, du matin, de la veille, il y a 3 jours, il y a une semaine, il y a un mois, et d'être finalement de travailler de manière collaborative, tous les enseignants ensemble, pour réactiver ça. Moi, par exemple, en seconde, je vois les élèves une fois par semaine. Donc moi, je ne peux pas faire de réactivation le lendemain ou à 2 jours. Alors que, idéalement, c'est bien, parce qu'on sait très bien qu'une semaine, c'est très long pour le cerveau. Il y a besoin d'avoir une première reprise assez vite. Moi, je ne peux pas le faire. Donc, ce système-là me permet, du coup, d'offrir, entre guillemets, à mes élèves ce temps de réactivation en passant par un collègue. Du coup, je fais la même chose pour eux. Et donc, on commence le cours en posant des questions de maths, d'espagnol, de PS. Voilà. Et donc, c'est un outil qui marche bien, surtout pour une équipe, parce que ça permet à toute l'équipe de travailler cette question-là de manière collégiale. Ça donne à lire aux élèves que c'est comme ça qu'on apprend, en se posant des questions et en réactivant. C'est porté par toute l'équipe. Et puis, c'est un côté... pour les auditeurs qui connaissent ou qui ont déjà un peu testé, c'est un côté un peu ludique avec les élèves, parce que c'est eux les sachants, là, souvent. C'est-à-dire que moi, dans certaines matières, je me contente de lire ce qui est écrit. Et d'ailleurs, il faut bien écrire pour les collègues, questions-réponses, parce que, bon, moi, des fois, ils me disent des trucs, mais moi, je ne sais pas, c'est pas ce qui est écrit dans le cahier, je ne peux pas valider. Ou alors, on leur demande d'expliquer. Donc, c'est vrai qu'il y a une forme d'inversion de posture qui est intéressant pour les élèves aussi. Et puis, souvent, voilà, il y a cet aspect un petit peu, pas jeu, mais presque, autour de la connaissance. Tout en portant quand même comme stratégie, on questionne et on réactive. C'est un outil intéressant pour ça. Ouais, super. Et j'aurais aimé, par rapport à cette règle de mémorisation, de consolidation mémorielle, j'aurais voulu qu'on parle de l'apprentissage massé ou de l'apprentissage espacé. Voilà, si vous... Oui. Alors souvent, qu'est-ce qu'on appelle apprentissage massé, apprentissage espacé? Déjà, juste faire un petit point. Donc, l'apprentissage massé, c'est lorsqu'on va faire notre apprentissage sur un temps qui est extrêmement bref.
En général, les stratégies élèves, c'est de faire de l'apprentissage massé au plus proche de l'évaluation. Et quand je dis au plus proche, je pense que tous les profs on est tous pareils, c'est-à-dire que ça veut dire en rentrant même dans la classe. L'entonnoir, ou même en rentrant dans la classe, ils sont encore en train de faire leur lecture-relecture, parce que souvent les stratégies élèves, c'est lire-relire, et souvent proche de l'éval pour être sûr de ne pas oublier. Voilà. Donc c'est deux stratégies qui sont souvent utilisées, mais j'ai envie de dire de manière vraiment massive, par les étudiants aussi, c'est comme ça, plus ou moins, qu'on apprend depuis vraiment très longtemps. Je lis, je relis, et puis souvent proche. Et on rentre là dans l'aspect même bachotage, c'est un peu l'idée, c'est je bachote, je fais ça au plus proche, de toute façon je ne vais pas faire ça avant. Et ces stratégies-là, la recherche elle montre que ça marche en fait, sur un temps court. C'est-à-dire que c'est des stratégies qui sont efficaces sur un temps très court. Donc, voilà pourquoi tout le monde le fait, parce que sur un temps très court, ça va fonctionner. Là où ça ne marche pas, c'est sur un temps plus long. Et c'est là où ça devient problématique, parce que ça veut dire que sur un temps plus long, on n'a pas d'acquis. Et si on n'a pas d'acquis, on va moins bien comprendre, comme on a évoqué tout à l'heure, du coup on va moins bien mémoriser, et puis voilà, progressivement, d'année en année, on peut se retrouver dans une situation où on était en réussite avec des stratégies qui marchaient, j'applique les mêmes stratégies mais ça ne marche plus, et là plus personne ne comprend, y compris moi en tant qu'élève, je ne comprends pas, j'avais 14 l'année dernière, je fais exactement la même chose et maintenant j'ai 8. Et donc évidemment, alors ça va impacter, moi en tant qu'élève, ça va impacter sur moi, ma confiance en moi, mon estime de moi, tout ça, mais parce que les stratégies ne sont pas forcément des stratégies efficaces. Donc l'idée, c'est de passer d'un apprentissage vraiment massé à un apprentissage espacé. Et là, c'est l'idée de en fait, espacer l'apprentissage et donc de faire des reprises qui sont, donc là on parle vraiment des réactivations, ces reprises qui sont espacées dans le temps et qui vont permettre la consolidation au niveau des neurones. Alors ce qui est même recommandé, pour être plus précis, c'est quand même, suite au premier apprentissage, d'avoir quelques éléments assez proches de réactivation. Parce que si on attend trop, l'oubli est extrêmement important. On voit bien le cours du matin à 8h, lorsqu'on sort d'une journée de cours, on a eu 7 heures derrière d'interférence, d'apprentissage, donc le cours est déjà très loin. Si on laisse passer des jours et des jours sans jamais y revenir, l'extinction va être extrêmement forte. Donc l'idée quand même, c'est de se dire, on va quand même avoir quelques éléments assez proches du début, d'où l'intérêt des outils comme les cahiers de réactivation, les flashcards qu'on donne aux élèves, qui permettent très vite quand même de retravailler tout de suite un petit peu un certain nombre d'émotions, et puis progressivement espacer les réactivations. Super. Et bien si vous êtes d'accord, on peut enchaîner avec la troisième règle, la mémorisation par questionnement. Oui. Alors du coup, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, donc là aussi, c'est un peu contre-intuitif pour la plupart des apprenants, puisque la plupart des apprenants font de la lecture-relecture. Et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est vrai que des fois même nous, on dit « relisez bien » par exemple. On dit ça, « relisez bien le cours ». Pour voir si vous avez compris, par exemple. Des fois, ça se cache, c'est-à-dire relisez bien pour voir si vous avez compris, relisez bien et puis voilà. On peut le dire. Et encore une fois, quand je dis ça, il n'y a vraiment pas de jugement parce que quand on discute de nos pratiques pédagogiques, c'est toujours avec beaucoup de bienveillance parce qu'on est là pour aider nos élèves au maximum. Donc, il n'y a vraiment aucun jugement quand je dis ça. Et moi, le premier, il faut que je sois hyper vigilant. Mais nous, en tant qu'enseignants, dans ce qu'on dit, on porte un certain nombre de choses, bien évidemment. Donc, au moins, en être conscient. Et donc, les élèves entendent ça, font ça. Et puis, nos parents faisaient ça. C'est comme ça qu'on a appris. Donc, c'est assez ancré. Et c'est très difficile d'ailleurs au début, lorsqu'on commence à dire aux élèves, non, on arrête de lire maintenant, on se questionne. Ouais, mais c'est plus dur de se questionner, parce que d'abord, on se confronte au fait qu'on ne sait pas encore, alors que lire et relire, ça donne un sentiment, la lecture, c'est-à-dire que la stratégie qui consiste à dire, je lis, je cache, je répète, eh bien, elle est assez confortable parce que je viens de le lire, donc je suis familier, j'arrive à le redire. Lire et relire me donne un sentiment de familiarité extrêmement confortable, mais qui est souvent une illusion d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a un écart parfois très grand, et là, on peut prendre des exemples tout simples. C'est l'élève qui dit à ses parents « Est-ce que tu peux me faire réciter, je viens d'apprendre ma leçon ?» Hop, il récite très bien, fais-moi réciter, parfait, très bien, tu peux y jouer, tout le monde est content. Il arrive le lendemain à l'éval, et là, face aux questions, blanc, rien du tout. Et là, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de mémorisation long terme. Que la veille, il a travaillé avec ce qu'on appelle la mémoire de travail, cette espèce de fonction exécutive dans notre cerveau qui est vraiment à court terme, qui nous sert surtout à raisonner, réfléchir, qui est assez bref, qui permet de faire ce travail de hop, j'ai lu, je peux redire tout de suite, mais qui va s'effacer. Et le lendemain, on arrive confiant, et là, effectivement, ça va poser problème. Alors, conseil aux parents, d'ailleurs, quand ils viennent nous voir en nous disant « Tu peux me faire réciter ?» Bien sûr, donne-moi tes cahiers, va jouer 2 heures, et je t'interroge dans 2 heures. Mais j'aurais oublié, moi, dans 2 heures. Oui, alors tu imagines que si dans 2 heures, tu as oublié, pour demain après-midi, le cours d'anglais, tu n'es pas prêt, clairement.
Donc, petit conseil, voilà, après l'apprentissage, on attend un petit peu pour que la mémoire de travail s'efface et qu'on soit sur les mémoires long terme et qu'on puisse vraiment les questionner. Donc, c'est plus dur de se questionner parce qu'on est confronté qu'au début, ben oui, au début, sur 10 questions, en fait, oui, j'arrive à répondre qu'à une. C'est normal. Mais à la réactivation d'après, ben, j'arrive à y répondre à 3. Et puis à celle d'après, à 5. Et il y a un moment où les choses ont laissé. Si je demande à tout le monde quelle est la capitale de l'Espagne, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, pardon, je dis ça, mais c'est vrai que. Et si on arrive à dire tout de suite bon, Madrid, sans l'avoir relu, voilà, ça c'est stocké en mémoire à long terme. Donc il y a un moment donné, ça finit par être stocké en mémoire à long terme et c'est consolidé sur un temps long. Mais c'est vrai qu'il y a cet effort particulier. Et puis, autre chose importante, il faut avoir des outils pour faire ça. Parce que se questionner, ça veut dire qu'on dispose a priori d'outils ou de listes de questions. Parce qu'on pourrait se dire, ok, bon, bah, les élèves, on les forme, et puis ils font eux-mêmes leur liste de questions et de réponses. Oui, on pourrait se dire ça, mais il me semble que quand même, l'apprenant qui est en train d'apprendre quelque chose, c'est très difficile d'arriver à discriminer quelles sont les questions les plus pertinentes, quels sont les essentiels d'un cours. C'est très compliqué pour l'apprenant qui est en train d'apprendre de faire ça. En revanche, le pédagogue, c'est son cœur de métier. Lui, il sait très bien quels sont les éléments absolument essentiels. Donc la liste des questions, c'est un travail de pédagogue. Dire c'est, j'enseigne, je sais ce que j'enseigne, mais en tant qu'enseignant, je sais quels sont les éléments essentiels. Donc même si on accompagne les élèves, on pourrait se dire, ok, on les forme et on les accompagne, mais il ne faut pas oublier que c'est compliqué. Là, j'ai envie de rebondir parce que j'aide ma fille de 9 ans à retenir ses leçons de sciences, justement, et c'est moi qui lui fabrique ses cartes sur Brainscape, c'est moi qui lui fabrique les flashcards. Et elle a juste à se tester avec. Donc, c'est une bonne stratégie. Ça serait pas judicieux de lui demander de fabriquer ses cartes. En fait, c'est compliqué parce que, alors, on peut toujours accompagner, c'est-à-dire qu'il peut toujours y avoir un travail de questionnement sur qu'est-ce qui est essentiel, mais après, pour l'efficacité au quotidien, il faut être réaliste aussi. Les élèves ne peuvent pas faire ça sur toutes les matières, tous les jours. Bah oui. Il y a un moment, c'est pas possible. Même si on accompagne et qu'on se dit, OK, eh ben, regardons ensemble, prends ton cours, qu'est-ce qui te paraît essentiel? Moi, je te dirai après ce que j'en pense. Oui, entraîner, bien sûr. Mais dans le cœur de la vie de la classe, au quotidien, heure après heure, matière après matière, les élèves, ils vont faire ça le soir. Quand ils rentrent, ils vont prendre les 8 heures de cours de la journée et puis se questionner alors qu'ils ont à moitié compris, à moitié retenu, à moitié... Bon, il me semble que ça paraît réaliste de se dire que... Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, parce que je pense que arriver à questionner, c'est aussi intéressant. Mais moi, je vois même avec des élèves de terminale, en prenant des heures complètes d'AP, et des élèves, c'est très compliqué de questionner de manière pertinente. Soit parce qu'ils vont prendre comme question la problématique carrément de la leçon, alors qu'on a fait 10 pages dessus, soit ils vont questionner dans un paragraphe, j'ai 10 questions sur 3 lignes. Parce que c'est difficile, en fait, d'arriver à trouver quel est le juste milieu de ce qu'on veut retenir, des éléments qui sont absolument fondamentaux et des éléments qui ne sont qu'illustratifs. Nous, on le sait. Mais l'apprenant, c'est dur pour lui, ça. Ouais. Et du coup, ça m'interpelle parce que j'accompagne des collégiens sur 10 séances pour apprendre à apprendre. Donc, on parle justement de flashcards, de mémorisation par questionnement. Mais si ces collégiens-là sont dans des collèges où les profs ne le font pas du tout en cours, comment je peux les aider à profiter de cette règle, la mémorisation par questionnement, sachant que bah là, du coup, ça serait à eux de faire les questions. Oui. Bah là, effectivement, quand les enseignants ne le fournissent pas, il y a deux possibilités. Soit on peut demander à l'enseignant, finalement, bon, dans le cours, qu'est-ce qui est absolument important, et avoir un fléchage peut-être même rapide. Soit on peut après travailler, profiter aussi d'être, et là, il faut peut-être sûrement clairement se répartir les tâches en tant qu'élève. Moi, je peux bien, j'ai une classe à projet où ça marche assez bien, c'est-à-dire que quand c'est eux qui font, eh bien, ils partagent, donc un tel prend tel bout de paquet. Alors, après, ça reste un travail qui est mené par les élèves, donc ça peut être imparfait, incomplet, trop, pas assez. C'est sûr, si c'est jamais revu, c'est compliqué. Après, rien n'empêche les élèves de proposer à l'enseignant, voilà, moi j'ai fait une liste de questions-réponses, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis on peut travailler, même si les enseignants ne sont pas rentrés dans cette démarche-là, les enseignants ne sont pas fermés d'échanger avec les élèves, je pense. Je vois mal un enseignant, si un élève vient me voir en disant j'ai fait une liste de questions-réponses sur le chapitre, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai du mal à imaginer qu'un seul enseignant va dire non, attends, j'en reviens pas. Bien sûr, il va donner un avis. Donc, il y a quand même moyen, l'idée, c'est effectivement, là, ça part des élèves, ça c'est évident. Mais après, en allant voir les enseignants, en leur disant, est-ce que j'ai fait, ça fonctionne, ça peut aussi sensibiliser les enseignants, se dire, tiens, ça, je pourrais le faire pour eux la prochaine fois, par exemple. Donc, ça peut être une piste pour sensibiliser, parce que toutes ces questions-là, elles commencent à diffuser assez massivement, mais pas encore. C'est-à-dire, voilà, ça arrive beaucoup.
mais pas assez vite. Oui, oui. Donc, et puis, il faut s'y mettre aussi en tant qu'enseignant, ça veut dire consacrer du temps. Bon, la période est compliquée aussi en ce moment, donc Mm, c'est simple pour personne. mm, mm. Donc voilà, mais moi je crois quand même qu'il est possible de travailler avec les enseignants, même s'ils ne le font pas, avec cette approche-là. Voilà. Bah, je fais en tant Mm. qu'élève, et puis bah, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur, madame, de mon travail? Est-ce que vous pensez que je fais des choses? Est-ce que... Ouais, ouais, Je c'est une pense que bonne ce piste. travail-là peut générer une Ouais. dynamique qui peut être intéressante et aller plus Ouais. loin. Oui, et l'idéal serait que j'accompagne des collégiens qui sont dans le même collège, parce que là, ils sont partout en France. Mais Mm. si c'était des collégiens qui étaient dans le même collège, bah, du coup, ils pourraient plus encore s'entraider et échanger entre eux au quotidien. C'est ça. Ouais. Oui, encore plus. Ça Mais me... déjà, même s'il y en a un seul dans une classe qui va avoir son prof, disant Ouais. voilà, moi j'ai fait ça, et qu'est-ce que Mm, vous en pensez? Même là, ça peut être intéressant parce que si lui il les utilise et que tout le monde voit que en fait son truc ça marche pas trop mal aussi, ouais. que faire ça c'est une bonne stratégie, voilà. Après on peut aussi rentrer dans une dynamique Mm, positive qui peut se répandre dans la classe ou le collège. ouais, ouais. Et on parle de cerveau prédictif. Mais que fait le cerveau exactement au moment de la mémorisation? Alors, quand on parle de cerveau prédictif, on est vraiment sur ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure avec mon exemple de modèle mental. C'est que notre cerveau est câblé pour justement élaborer des modèles sur tout ce qui nous entoure. Et il est capable, on parle de cerveau bayésien, c'est le terme un peu plus scientifique. Bayes est un mathématicien. Et en fait, on a un cerveau qui est statisticien, c'est-à-dire qui est capable d'émettre des hypothèses sur son environnement et même des hypothèses pondérées. C'est-à-dire ça, c'est plus probable que ça. Et le cerveau est câblé pour ça. C'est-à-dire qu'un bébé, par exemple, est capable déjà de faire ça. C'est-à-dire qu'un Mm, bébé, si on lui présente, par exemple, on prend une boîte devant le bébé, on lui montre des billes blanches qu'on met dans la boîte, on met 5 blanches, une rouge, et bien lorsqu'on ouvre la boîte, le bébé s'attend déjà à ce qu'il y ait beaucoup plus de boules blanches que de boules rouges. Et lorsque dans la boîte, on a mis plus de boules rouges que de boules blanches, le bébé est surpris. mm, mm. C'est-à-dire, et ça, les chercheurs l'enregistrent, donc voient une surprise, c'est-à-dire que le cerveau s'attendait à autre chose, détecte un signal d'erreur qui n'est pas cohérent avec sa prédiction, et c'est ça, cette idée du cerveau prédictif, c'est voilà, je prédis quelque chose, et confronté ensuite aux entrées du monde extérieur, je détecte ou pas les erreurs, je les corrige ou pas éventuellement, c'est-à-dire si je suis Mm, capable de détecter une erreur, je peux ajuster, si je la détecte pas, je peux pas ajuster, mm. évidemment. Et voilà, c'est un peu le système. Et en classe, voilà, parce que après maintenant, si je vais un peu en classe, c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'à chaque fois que le cerveau va produire, il faut qu'on confronte tout de suite au cerveau, il faut qu'on lui donne un retour d'information pour qu'il puisse détecter les signaux d'erreur. Et ça vient questionner des moments, par exemple, tout bêtes comme une éval. Alors, c'est bien un moment où ils s'engagent tous, on va dire, ça c'est à peu près sûr, malheureusement, c'est dans les évals. Mais bon, bref, ils s'engagent. Mais si à la fin de l'éval, je ne donne pas un retour d'information tout de suite au cerveau que j'ai en face de moi, qu'est-ce qui va se passer quand je vais vouloir corriger une semaine après? Bah, ça Le servira cerveau ne plus à rien. dispose plus du tout de sa prédiction. C'est-à-dire que Mm, tout ce qui a été produit, ça a disparu. mm, Et on sait tous combien c'est très agréable de corriger une semaine, 15 jours après un devoir. Hein. mm, On le fait parce qu'il faut le faire, d'accord. C'est compliqué. Alors là, il faut se dire, ok, dans ce cas-là, gardons-nous comme geste professionnel de ne jamais séparer un engagement d'un retour d'information. Donc si je fais une éval, eh ben, je la fais plus courte et je fais un retour d'information. Ou si je dois corriger, je raccourcis la correction, mais je fais un nouveau temps d'engagement. C'est-à-dire que je ne peux pas arriver avec une correction s'il n'y a pas d'engagement. En fait. C'est pas possible. Le mm, cerveau, il ne va jamais corriger. En fait. mm, mm. Donc là, c'est deux pistes, par exemple, qu'on peut mener en classe, hein, de plein de façons, là encore. Mais c'est l'idée de ne pas séparer les deux. Et voilà. Et donc, ce cerveau prédictif, cerveau bayésien, il fonctionne comme ça pour améliorer ses modèles mentaux. Parce qu'on a des Mm. modèles mentaux sur beaucoup de choses, c'est très rare. On n'attend pas d'avoir des cours. Je veux dire, par exemple, un élève, quand il arrive en techno au collège et qu'il a des cours d'électricité, c'est pas un terrain vierge, l'électricité. Il appuie sur des interrupteurs depuis qu'il est né. Donc, on a des conceptions. Et souvent, d'ailleurs, elles sont fausses. Parce que, d'ailleurs, dans l'électricité, on a l'impression que l'électricité, elle va de la prise jusqu'à la lampe. Alors que, et les profs de techno le savent très bien, c'est un circuit. Il y a un aller-retour dans le fil. Mais la conception, c'est pas ça qu'on en a. Mm. Donc, le cerveau, il va prédire des choses qui vont pas être bonnes, clairement. Et ça, c'est valable dans tout ce qu'on enseigne. C'est rare qu'on soit sur un terrain hyper vierge. Il y a Mm. toujours des choses, on n'a pas entendu parler, on a commencé à élaborer des choses, plus ou moins justes, hein, Mm. qui sont absolument importantes d'aller modifier. Mais on a besoin de ce retour sur erreur immédiat et neutre pour Alors, apprendre. neutre, c'est neutre dans quel Neutre, sens? neutre pour moi, c'est sans jugement. Oui, alors oui, sans jugement, ça c'est. Mais je crois que le cadre de non-jugement, je pense qu'on peut le poser pour toute la situation d'apprentissage. Il me semble que c'est pas Ouais. que pour une. Il me semble que pour apprendre, il faut être dans un cadre bienveillant et
sans jugement justement, où Mm. l'erreur est le cœur de l'apprentissage. Parce que pour modifier un modèle mental, il faut détecter une erreur si on parle un peu scientifique, il faut, entre le cerveau qui prédit et le retour qu'on en fait, hop, le cerveau détecte un signal d'erreur et peut modifier son modèle, donc apprendre. Ouais. Donc on apprend que parce qu'on détecte des erreurs dans ce qu'on produit potentiellement ou dans ce qu'on pense. Donc les erreurs sont absolument fondamentales. Et là, évidemment, c'est compliqué parce qu'en France, on est assez champion pour, malgré nous, parce qu'on a beau répéter, Mm. on a beau répéter que l'erreur est positive, tout ça, c'est quand même ancré que faire une erreur, c'est compliqué, on veut pas, les élèves ne veulent pas faire d'erreur. Enfin, je pense que mes élèves font pas exception à tous ceux qui nous écoutent, hein, surtout tout propre, pas d'erreur, on gomme Ouais. tout, voilà. Donc mais c'est un vrai travail, alors que l'erreur, c'est le cœur de l'apprentissage. On va apprendre Ouais. que parce que le cerveau va pouvoir rebondir sur les erreurs qu'il fait. Donc elles sont absolument nécessaires pour apprendre. Ouais, c'est la surprise que va provoquer ce décalage qui va être le moteur de l'apprentissage. C'est le signe qu'il y a une détection, effectivement, qu'il y a une erreur entre ce qu'on Ouais. pensait ou ce qu'on a produit et finalement le retour qu'on en a. D'accord. Et dans notre système scolaire, le test, enfin les évaluations, c'est souvent vu comme une méthode pour contrôler les connaissances, alors que sa plus grande vertu, ça pourrait être d'améliorer la mémorisation. Donc comment on peut profiter des tests pour aider les enfants à apprendre et pas juste contrôler leurs connaissances? Ben, c'est vrai que c'est une vraie question parce que ça vient. Alors, bon, on a quand même, je pense, en tant qu'enseignant, on a tous un peu, voilà, sûrement, voilà, travaillé sur cette question de l'évaluation. On sait que l'évaluation sommative n'est pas le seul format d'évaluation. C'est que Mm. les évaluations formatives sont beaucoup plus intéressantes pour les apprenants, qu'elles sont nécessaires dans un cadre bienveillant où on accepte l'erreur. Antibi a beaucoup travaillé aussi autour des questions d'évaluation. Voilà, la docimologie donne beaucoup d'infos sur toutes ces questions-là, donc c'est une vraie question. On sait que l'évaluation sommative, comme ça, qui vient sanctionner, entre guillemets, un apprentissage, n'est pas forcément, effectivement, c'est stressant, et puis c'est stressant, et puis c'est pas toujours non plus, comment dire, on peut rater une évaluation sommative et pour autant, en fait, ça dépend aussi de la façon dont on s'en formule. Si on a des questions très ouvertes, par exemple, et qu'on est très stressé, on peut répondre à rien alors qu'on a appris, par exemple. C'est terrible parce que du coup, le prof va dire on n'a pas appris alors qu'on a appris. Alors peut-être pas bien, peut-être pas, on peut discuter, mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, le regard qu'on en a n'est pas toujours sur, voilà, ça tombe une fois tous les un mois et demi. Qu'est-ce qu'on mesure vraiment à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on mesure de ce qui a été fait le mois de septembre? Qu'est-ce qu'on mesure? Bon, c'est quand même très compliqué. L'idée, effectivement, de se dire, ben, et effectivement, cette question des tests, ça revient à dire, bah, je fais du questionnement très régulièrement. En fait, ça revient à ancrer dans nos pratiques pédagogiques et surtout aussi pour les élèves, l'idée que, en fait, les tests qui revient simplement à se questionner, c'est comme ça qu'on va le plus, en fait, finalement, apprendre parce qu'on va être sur du prédictif correction, voilà, on prédit, retour d'information, et ça très régulièrement. Donc, plus on va inclure ça dans les pratiques au quotidien comme un outil d'apprentissage, et pas de vérification simplement d'une acquisition, mais simplement pour dire, OK, on apprend en se posant des questions. C'est-à-dire, je viens de faire quelque chose, est-ce que je suis capable de répondre à des questions? Est-ce que je suis capable, si on me présente 3 schémas, de choisir celui qui est le plus en accord avec ce que je viens de faire? Est-ce que, voilà, tout ce travail-là, qui peut s'apparenter à une forme de test ou d'évaluation, mais qui n'en est pas vraiment, qui revient en fait simplement à aider le cerveau à se questionner en permanence pour favoriser l'apprentissage. Mm. Et vous avez dit que quand vous proposez une évaluation à vos élèves, vous leur proposez toujours dans la foulée un retour pour qu'ils puissent justement voir s'il y a un décalage entre leurs hypothèses et la réalité. Est-ce qu'une autre stratégie pédagogique pourrait être de leur laisser cette évaluation à disposition pour pouvoir la refaire jusqu'à ce que le résultat soit à la hauteur de leurs espérances? Alors oui, ça c'est une autre façon de penser l'évaluation, bien évidemment. Il y a beaucoup de travaux aussi sur ça, c'est-à-dire de se dire, bah, finalement, les balles, on l'a fait quand on est prêt. Mm. Au moment où, alors, là, il y a des contraintes après qui sont pas évidentes, hein, parce qu'on a, suivant le niveau et les élèves qu'on a, on les voit qu'une fois, à tel moment. Mm. Donc, bon, il y a beaucoup de contraintes, mais cette idée de se dire, bah, j'ai loupé mon éval pour X raisons, est-ce que je peux la repasser plus tard? Oui, effectivement. Là, on a envie de dire, bah, en termes d'apprentissage, ça paraît hyper pertinent. Après, on est confronté à, oui, mais alors ça veut dire du coup, quand? Mm. À quel moment je fais ça? Ça veut dire, pendant que je fais cours, donc je sors les élèves qui doivent refaire. Enfin, il y a plein de questions. Alors, Mm. je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, au contraire, je trouve que c'est extrêmement, extrêmement intéressant, mais ça soulève beaucoup de questions organisationnelles qui ne Mm. sont pas si évidantes. Ce n'est pas si évident de dire, allez, on va aller toutes les questions Mm. organisationnelles, parce que dans la vie de la classe, elles sont réelles, en fait. Hein. Donc, il faut Oui. trouver des stratégies pour répondre à chacune de ces objections, mais remarques, en tout cas. Qu'est-ce que je fais avec les élèves? Donc, ça veut dire Mm. aussi, j'accepte par exemple qu'ils ne suivent pas
15 minutes, 1 heure, ça dépend aussi de la taille de les balles. Est-ce que je propose des créneaux à d'autres moments? Ça veut dire qu'il faut que je refasse des sujets aussi en tant qu'enseignant. Ça veut dire que, ou pas, est-ce que je repropose les mêmes ou pas, mais est-ce que c'est pertinent? Comment sont construits mes sujets? Alors, ça m'a questionné beaucoup de choses. Mais effectivement, se dire que, et ça revient, encore une fois, si on a travaillé sur les essentiels, si on questionne toute l'année sur ces essentiels, sur tout ce qu'on a fait depuis le mois de septembre, aussi on commence à sortir de cette logique. C'est-à-dire que là, on est au mois de mai, mes élèves, ils sont questionnés sur tout ce qu'on a fait depuis septembre. Mais c'est pas une surprise pour eux. À chaque fois qu'on fait une petite éval, je me dis, bon voilà, on va essayer de vérifier un peu où on en est, bah, et ben, c'est tout ce qu'on a fait depuis septembre, il n'y a pas de surprise. C'est jamais sur le dernier chapitre, ça n'a pas de sens en fait. On travaille sur des compétences, on travaille sur l'acquisition d'essentiels. Jusqu'à la fin de l'année, on est testé sur tous les essentiels et toutes les compétences sur lesquelles on travaille. Donc, mais c'est vrai que ça demande aussi peut-être de voir comment est-ce qu'on peut, comment on peut proposer tout ça à nos élèves. En fait. C'est pas toujours évident. Par contre, il y a plein de façons de faire. C'est ça qui est plutôt bien, c'est qu'il y a plein de façons de donner ça. En fait. Oui. Et j'aimerais avoir votre avis sur un passage du livre de Stanislas Dehaene. En fait, dans son livre Apprendre, il note, enfin le passage c'est « La note est un piètre retour sur erreur ». Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, clairement. C'est-à-dire que, mais ça, tous les travaux en docimologie l'ont montré. C'est-à-dire qu'une note unique, elle dit rien en fait. C'est-à-dire qu'elle n'indique absolument rien à l'élève. Ça indique quoi? Qu'est-ce que ça indique une note en fait? Concrètement, qu'est-ce que 5 sur 10 ça veut dire en fait? Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Qu'est-ce que je dois améliorer quand j'ai 5? Bah, j'en sais rien en fait. Je sais pas. S'il n'y a pas un travail particulier sur l'erreur, alors on peut mettre 5 et travailler. Parce que je dis ça parce qu'on peut très bien travailler en compétences, travailler sur l'erreur et mettre une note chiffrée à la fin. Parce que le système fait qu'il y en a besoin parfois et qu'on n'a pas le choix. Mais juste la note en elle-même, elle ne donne jamais d'indication sur les erreurs qu'ont fait les élèves. Or, on sait que ce sont les erreurs qui sont fondamentales pour pouvoir justement corriger les modèles mentaux, corriger les éléments qui sont erronés, faux, flous. Donc, il faut se baser sur les erreurs. Et la note en elle-même, elle ne va rien dire de ça. Et même, on sait bien, si je finis mon trimestre avec... au début, j'ai rien compris, j'ai 0. Je suis retesté après, j'ai 10. Et je suis testé à la fin du trimestre, j'ai 20. Bah, mon niveau, c'est 20, mais ma moyenne, c'est 10. Parce que j'ai eu 0, 10, 20. Donc en moyenne, ça me fait 10. Sauf que je suis arrivé à 20. C'est-à-dire que j'ai fini par comprendre et réussir mon truc. Donc je vaux 20, mais j'ai 10 de moyenne. Quel intérêt de mettre un 10 de moyenne si l'élève est arrivé à 20? Quel intérêt? On voit bien que c'est le système. Hein, je veux dire, c'est loin d'être facile comme question. Quand je dis ça, encore une fois, pas de jugement. Hein. Mais ça questionne. C'est-à-dire, finalement, bah oui, finalement, cette moyenne de fin de trimestre, mais qu'est-ce qu'elle raconte même? Qu'est-ce qu'elle dit, finalement, sur le parcours de l'élève au cours du trimestre et sur son acquisition? Bah, elle ne dit pas grand-chose, en fait. Et pourtant, dans notre système, on va en avoir besoin. Moi, je suis en pleine procédure d'orientation avec AFELNet. Bon, AFELNet, c'est basé sur les notes. Malheureusement, on en est là. Donc, on monte les notes dans la machine pour les affectations en première. Bon, le système est comme ça. Pourtant, on sait très bien qu'une note, ça n'indique rien. Ça n'indique rien du tout, en fait. Ouais. Bon, vous nous avez vraiment super bien décrit les 3 règles de la mémorisation. J'aurais juste une petite question un peu sur en plus des 3 questions habituelles pour terminer, sur votre rôle dans votre lycée. Parce que voilà, vous avez ces 2 casquettes, on pourrait dire. Prof de SVT, chargé de mission, vous avez dit, c'est ça? Oui, donc quel est je suis un peu curieuse de savoir comment ça se passe avec vos collègues. Est-ce qu'ils s'intéressent à tout ce que vous faites? Et voilà, toutes les petites graines que vous pouvez semer. Voilà, cette partie-là m'intéresserait. Ben alors c'est intéressant, je vais absolument rebondir sur la dernière partie parce que je trouve que c'est exactement ça. De toute façon, on sème des graines. Toujours. C'est-à-dire que, mais je crois que ça c'est valable quel que soit finalement ce qu'on fait en termes de pédagogie. Hein. On sème des graines parce que c'est simplement en faisant. Et puis, alors, dans mon établissement, je travaille avec une collègue qui s'appelle Daphné Jacamon, on travaille étroitement, on a construit une classe à projet. Donc, alors une coniclasse, si le terme est un peu connu maintenant. Donc, une coniclasse, donc on a une classe qui est vraiment dédiée à justement ce travail autour des sciences cognitives et comment est-ce qu'on peut inclure ça. Donc, on a formé une équipe, donc on a une dynamique associée à une classe, et puis on a monté un learning lab. Ça, donc il y a un peu, dans cette dynamique-là, il y a un peu ces 2 formats. Il y a le côté un peu coniclasse, où là on va travailler avec une classe, une équipe, et puis il y a le côté un peu plus learning lab, qui est un outil. Alors ça s'inspire un peu de la dynamique des Fab Labs, mais l'idée c'est d'utiliser les apports des sciences cognitives et diffuser dans l'établissement. Donc là, de proposer des ateliers, des formations vers à tout le monde dans l'établissement. Donc on a ces 2 dynamiques dans notre établissement, donc à la fois cette dynamique de projet, entre guillemets, de classe, et puis une dynamique qui est plus dédiée là à l'ensemble de l'établissement, où on va proposer un certain nombre d'actions voilà, dans le Learning Lab. Je peux prendre des exemples d'actions, parce que les Learning Labs sont structurés en réseau au niveau national, donc tous les établissements peuvent rejoindre le réseau.
Et l'idée, et donc il y a un espace magistère, l'idée c'est que le réseau puisse voilà, donner des informations, former un peu les gens autour des sciences cognitives, et ensuite on essaie de diffuser dans son établissement. C'est d'essayer d'avoir une dynamique comme ça, un peu justement globale, et pas être que sur une classe. Et là on peut proposer des ateliers ouverts à tous, élèves, profs, on peut proposer des actions lors de la semaine du cerveau qui a eu lieu là, au mois de mars. On a proposé, mais là c'était pas que nous, hein, tout le réseau de Learning Lab, a proposé